bonsoir. Je vais bientôt passer la parole à nos invités d'aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que le rôle du business analyst dans l'activité logicielle. Et en gros, on va parler dans cette présentation de qu'est-ce que c'est que l'agilité, de la qualité logicielle, et on va voir un exemple concret à travers un exercice et en utilisant un outil et une méthodologie qui va être présenté par Nicolas, Michel et Elisabetta. Mais il est bon de rappeler en tout cas la définition que donne le BABOC du test en lien avec la business analyse. Il y a clairement une différence entre le testeur et le business analyst et c'est souvent un sujet de discussion qui ne met pas tout le monde d'accord. Le BA, il est responsable d'écrire les exigences, mais également d'analyser les résultats des tests et de suggérer les corrections à amener, alors que le testeur, lui, est responsable de construire les tests à partir de ces exigences, donc écrire les use cases et de les exécuter. Donc, les testeurs doivent aussi bien rentrer et bien comprendre le métier et les exigences pour écrire leur use case. Le BA, en gros, il va faire le pont entre le métier et le test, comme il le fait dans l'autre sens avec les développeurs et les programmeurs. Ainsi, le BA collabore certainement dans la création des use cases à un certain stade, mais il n'exécute pas lui-même le testeur selon la définition du BABOC, même si dans le concret et dans la vraie vie, les rôles parfois se confondent. En tout cas, ce point de collaboration sur les use cases et sur l'exécution des tests, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore bien mis en évidence dans le BABOC, mais qui permet très clairement de faire en sorte que les tests se passent bien. Donc voilà, moi j'ai terminé pour ma partie. Nicolas, tu peux reprendre la main, je vais arrêter de partager. Et si vous avez des questions, en tout cas sur l'IEBA, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup Sonia pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc un immense merci tout d'abord à l'IBA pour cette invitation que nous avons à partager un peu de notre savoir et de notre expérience ce soir avec vous. Pour ma part, donc, je m'appelle Nicolas Lègle, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial B2B, essentiellement dans le domaine informatique. Et depuis 2008, je suis à Genève. Moi, j'ai découvert vraiment la qualité logicielle il y a 4 ans et j'ai tout de suite vraiment adoré cette activité. C'est une activité parfois cachée, délaissée, parfois souvent mal comprise dans le monde informatique et pourtant absolument stratégique, à mon sens, encore plus dans la mouvance de la transformation digitale. Ma mission aujourd'hui au sein d'Atenco, Atenco c'est la... Oui. C'est vraiment, pardon, j'avais cru qu'il y avait une question. Basé à Genève, donc c'est la société Atenco que j'ai fondée. Notre mission, c'est vraiment de mettre ou de remettre la qualité logicielle au cœur des stratégies digitales modernes et aussi et surtout au service du business. D'accord? Donc, moi ce soir, je suis particulièrement heureux d'être là avec vous. J'espère que vous aurez retiré beaucoup de valeur et vous pourrez appliquer ce que vous verrez ce soir. Et aussi, je suis très fier parce qu'aujourd'hui, ma fille a réussi à faire du vélo sans roulette. Donc, je suis très fier. Donc, c'est une très bonne soirée pour moi. Merci beaucoup, Michel. Je te passe la parole. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Michel Guèze. Je suis le dirigeant fondateur, cofondateur de la société Smart Testing. Smart Testing est un éditeur de logiciels français. Nous sommes spécialistes du test et plus particulièrement du test fonctionnel et nous développons des produits pour aider les équipes de test à tester mieux et plus vite. Pour ma part, je suis dans le test logiciel depuis une quinzaine d'années. Et évidemment, ce soir, je n'ai pas la prétention de dire aux business analysts que vous êtes comment vous devez travailler, mais plutôt de donner une vision vue du test de ce que les testeurs et les équipes de test, notamment dans des contextes agiles, attendent des business analysts que vous êtes. Mais voilà, je précise bien que c'est une vision depuis le test et que nous n'avons pas la prétention, ni Nicolas, ni Elisabetta, ni moi-même, de vous dire comment vous devez travailler. Ça, vous êtes les pros, nous, on vous donne juste la vision de ce qu'on attend côté test.
Et je suis accompagné ce soir d'Elisabetta Fourneret qui va se présenter. Bonjour, bonjour à tous. Merci à IIBA pour cette invitation ce soir. Je suis donc Elisabetta Fourneret. J'ai une casquette, différentes casquettes au sein de Smart Testing en tant que Customer Success Manager, en tant qu'expert de test, QA et voilà, avec cette, on va dire, chapeau de diplômé et doctorat dans l'informatique et notamment dans le test. Voilà, pour ma part, comme Michel l'a dit, je ne vais pas piétiner sur la partie des business analysts parce que vous êtes des meilleurs experts que moi, mais j'aimerais bien vous donner notre vue de testeur et nos attentes dans un projet agile. Voilà, et j'espère que vous allez profiter de ce bel exercice que je peux faire pour vous. Merci beaucoup. Donc Sonia, je pense que je peux partager maintenant. Vous devez voir mon écran, j'imagine? Oui. Oui. Oui, ça passe Extra. bien. Très bien. Bon, bah, avec Michel, on voulait vraiment commencer par adresser un petit peu un portrait du monde dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Bon, évidemment, 4 éléments majeurs. Le software, le logiciel, on vit notre monde. Ouais, c'est évident. Moi, je faisais le point. Rien qu'aujourd'hui, j'ai dû utiliser à peu près 20 ou 30 différentes applications sur mon téléphone, sur mon desktop. Donc, ça, c'est une évidence. Le software est partout aujourd'hui. La transformation, et je parlerai même de révolution digitale, s'accélère encore plus avec cette pandémie que nous avons subie de plein fouet. Je regardais les statistiques du e-commerce aussi. On est à plus de 15% sur une année. Enfin, c'est vraiment énorme. L'essor de l'omnicanal, cette complémentarité, enfin, il y a une vraie transformation. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Du coup, ça implique quoi? Ça implique que la façon dont on livre du logiciel aujourd'hui, elle évolue. Et du coup, on constate qu'il y a une adoption rapide aujourd'hui des méthodes agiles et du mouvement DevOps, vraiment pour accélérer les cadences de mise en production. Ça va de pair également avec l'adoption massive du cloud. Vous savez, en Suisse, maintenant, on a Azure qui est arrivé aussi à Genève. Donc, voilà, il y a vraiment cette accélération. Je parlais avec un client la dernière fois qui m'a dit le Covid, ça les a fait juste accélérer de 10 ou 15 ans. Je dirais, ils vont passer une année ce qu'ils auraient mis 15 ans à faire avant en termes de transformation digitale. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, quel est l'agenda du CIO, de la direction informatique? Ils ont 3 objectifs clairs. Et ça, on retrouve, c'est un schéma classique pour tout le monde. Premièrement, c'est accélérer ce qu'on appelle le time to market, la vitesse, maintenir et réduire le risque, ou en tout cas les identifier et les maintenir, et maintenir également et surtout baisser les coûts. Les initiatives clés qu'on rencontre, c'est toujours livrer de l'innovation plus rapidement pour faire mieux que ses concurrents. Il y a une typo, excusez-moi. Générer des gains d'efficacité aussi pour le business, pour le métier. Et aussi et surtout, améliorer l'expérience digitale de ses clients pour également améliorer leur engagement et leur loyauté. Les investissements prioritaires, c'est quoi? C'est concevoir de nouvelles solutions digitales pour continuer à innover, moderniser et mettre à jour les applications cœur de métier, le fameux legacy, enfin vraiment le maintenir en ordre d'état, les applications cœur de métier, et basculer vers une IT 100% cloud. Et là, pour cela, les outils, c'est le DevOps, c'est le continuous testing, l'automatisation, la machine learning ou autre. Et aussi la notion de data et d'analytics qui est de plus en plus importante à ce jour. Voilà, donc si on fait un focus sur les 3 objectifs principaux, le premier, c'est la vitesse. Il n'est pas rare d'entendre aussi auprès de nos clients qu'ils veulent aller 10, voire parfois 100 fois plus vite. Alors, c'est assez énorme comme ça, mais finalement, les nouvelles technologies, les méthodes de développement permettent de le faire. Ça crée aussi une pression plus importante sur toutes les équipes, à la fois la business analyse, évidemment, le métier, les développeurs, les testeurs, évidemment, on va en parler ce soir, et la production. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller toujours plus vite pour innover plus vite, faire mieux que la concurrence. L'autre aspect, le deuxième élément, c'est la notion de risque. Là, finalement, on veut aller vraiment sur une identification des facteurs de risque et également avoir une bonne maîtrise du risque business. Il ne s'agit pas juste de se dire j'ai telle ou telle couverture fonctionnelle ou métier, je veux savoir quel est l'impact pour mon activité business. Et puis, le troisième composant, qui est aussi un élément majeur, c'est une réduction importante des coûts. En gros, faire plus avec moins de moyens pour aussi générer d'autres sources d'investissement pour des technologies innovantes. Voilà. Alors,
Au niveau de donc, ce qui bloque, ça c'est un rapport de GitLab qui nous dit, une enquête de 2020, qu'est-ce qui ralentit la mise à disposition des innovations logicielles? En grande majorité, ça va être le testing qui apparaît comme le goulot d'étranglement au niveau de cette rapidité. Pourquoi le test est l'obstacle numéro 1? Quels sont les défis à atteindre? Premièrement, on est sur une haute fréquence des évolutions applicatives. On peut livrer plusieurs fois par jour, hein, plusieurs fois par minute. Ça se voit de plus en plus. En tout cas, il y a une accélération des mises en production. Souvent, on rencontre des problématiques de disponibilité des environnements de test, de prod ou autres. On n'est pas encore dans la mise à disposition à la demande. On a aussi un manque de ressources et de compétences parfois, quand on veut notamment automatiser des processus, du test, ou bien même requérir les gens du métier pour faire des tests. Ce n'est pas vraiment leur cœur de métier. Ils sont mieux à faire leur travail, normalement. Donc, on va essayer de moins les solliciter. Puis, c'est aussi une ressource précieuse et qui coûte cher. Voilà. Il y a aussi des problématiques de gouvernance et de méthodes qui sont peu ou pas adaptées. Michel en parlera plus également aujourd'hui de comment on peut améliorer tout ça. Puisqu'on constate, c'est qu'il y a encore à l'heure actuelle un niveau, même si ce n'est pas une réponse à tout, l'automatisation, les niveaux d'automatisation au niveau des tests, surtout en Europe à l'heure actuelle, sont relativement faibles. On est en moyenne aux ordres de 20% d'automatisation. Michel, je te propose de prendre la suite. Merci pour cette introduction. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, on a aujourd'hui, comme l'a dit Nicolas, une transformation digitale accélérée qui s'accompagne d'une transformation des modes de production des logiciels et un basculement des cycles séquentiels, on va dire, du mode de développement séquentiel qu'on appelle traditionnellement cycle en V ou waterfall, vers l'agile. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces deux méthodes de développement? Dans le cycle en V, on a quand même des étapes, un projet est très phasé avec des gens bien spécialisés qui font un travail, il faut bien le dire, dans une organisation silotée. Et ce travail organisé par phase, c'est seulement la dernière phase et produit un résultat qui est mis en production. Entre ces différents silos, la communication se fait essentiellement sur une base documentaire. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne se parlent pas, hein, mais c'est quand même beaucoup une base documentaire. Et évidemment, avec quelques boucles de retour ponctuelles, mais grosso modo, on se passe les documents qu'on réinterprète, qu'on réécrit d'un silo à un autre. Du coup, la qualité de la base documentaire est un critère assez essentiel de succès. Plus cette base documentaire laisse place à l'interprétation et plus, au bout de la chaîne, on a une déformation du message initial. Donc, on a besoin métier, spécification fonctionnelle, architecture logicielle, code. Il peut y avoir même des choses au milieu que je n'ai pas mentionnées. J'exagère peut-être en disant qu'il y a peu d'interaction avec le client, mais quand même, dans l'approche cycle en V séquentielle, le client vit un effet tunnel important. C'est-à-dire qu'il donne un ordre au départ et puis ensuite, il rentre dans un tunnel pendant un bon bout de temps avant de voir quelque chose en sortir. Dans le cycle en V, clairement, il y a beaucoup de tâches qui sont réalisées manuellement et qui sont refaites, réinterprétation des choses. Et au début du projet, on a tendance à prendre son temps et puis après, on court. Et c'est justement à la fin que se passe la période de test la plus critique. Mais l'agilité a vraiment changé les choses de façon à presque renverser toutes ces façons de travailler. Le travail en équipe est extrêmement collaboratif. En fait, il n'y a pas véritablement de phase, il y a des sprints et dans ces sprints, chacun travaille avec les autres et à chaque bout de sprint, il y a un résultat qui est mis en production. La communication dans ce cadre est essentiellement verbale parce qu'elle doit être extrêmement rapide, en continu.
avec de nombreuses boucles retour. On n'arrête pas de communiquer et d'échanger. Et on vise au contraire le zéro doc. La connaissance, on espère qu'elle va se retrouver dans les artefacts de production. La vérité se retrouverait dans le code. Bon, ça, j'aime pas trop ça, moi, personnellement, mais c'est ce que prône, en tout cas, une certaine forme d'agilité. Là où ça nous touche vraiment, nous, de la communauté du test, c'est qu'en fait, il y a, et vous aussi, de la communauté des business analysts, c'est qu'il y a une concomitance entre l'expression du besoin et les tests. C'est-à-dire que plus ça va, plus l'expression du besoin se fait sous forme de quasi-test, et le test est ce qui donne le résultat final, c'est l'expression, c'est le juge de paix, c'est ce qui dit oui ou non, nous avons réalisé la feature, la user story. C'est la définition du done. Avec l'agilité, le client est fortement impliqué. Il n'y a pas cet effet tunnel. On retourne vers lui très souvent. Et puis, comme il y a des sprints et des livraisons régulières, forcément, il peut interagir plus facilement. Il y a une recherche constante d'optimisation et d'automatisation et d'amélioration avec des restitutions, avec on fait des réunions pour voir à la fin d'un sprint ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Et évidemment, le rythme est très accéléré et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des sprints. Vas-y, si tu peux passer au slide suivant. Alors, dans ce contexte, quelles sont les conséquences pour les business analysts? Encore une fois, c'est ma vue de testeur. Hein, j'ai pas vocation à vous dire quelle est votre place et comment évolue votre métier, mais il nous semble de notre fenêtre de test que vous devez avoir une plus grande proximité avec nous, avec les testeurs, avec les développeurs et avec le représentant de la MOE, comme on l'appelait à une époque, hein, des opérations, enfin du développement, c'est-à-dire le product owner. Mais également une interaction plus forte avec le client et une interaction encore plus forte avec les testeurs. L'expression du besoin plus large, s'étirant du métier, épique, feature, aux besoins fonctionnaires assez élémentaires. Donc, ça veut dire que dans un contexte agile, il n'est pas impossible qu'on vous demande de descendre assez bas dans les niveaux de spécification, et les spécifications se font par l'exemple. Et puis, vous avez aussi, dans un contexte agile à l'échelle, comme on appelle, par exemple dans des frameworks de type SAFe ou Spotify, vous allez avoir à vous coordonner avec les autres BA, puisque sur un gros processus métier, par exemple, on va saucissonner les développements, et du coup, pour synchroniser tous ces développements, eh bien, il va falloir que les business analysts et l'ensemble des équipes projets se coordonnent ce qu'on appelle dans le monde SAFe les trains, pour que les wagons n'aillent pas à des vitesses différentes. Donc, il nous semble que le business analyst a un rôle encore plus central avec l'agilité qu'il n'a pu l'avoir dans les modes de développement précédents. Et en tout cas, on attend des business analysts, une grande proximité avec nous, les testeurs. Est-ce qu'on a une petite question, Sonia, ou c'est pour la slide Oui. suivante? Je crois que c'était là qu'il y avait un petit sondage. Ouais. Donc, je vais vous lancer un petit sondage. C'est une petite question qui dit vous reconnaissez-vous tout simplement dans ce qui vient d'être décrit? Je vais vous donner quelques secondes, donc une trentaine de secondes pour répondre pour les business analysts qui sont en ligne. Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Est-ce qu'effectivement, tout ce qu'a dit Michel et Nicolas, ça vous parle, ça évoque des choses que vous avez vécues en projet, au quotidien, Encore quelques secondes. J'ai presque un 100%. Donc, bon, c'est bon, ça veut dire qu'on ne s'est pas complètement planté dans, non. dans la compréhension c'est des problématiques. Pas mal. C'est clairement, je vais stopper là le petit sondage, mais en gros, on a un 90% sur du oui et un 10% sur du non. Donc, effectivement, vous n'êtes pas à côté de la plaque, c'est bien. Ça nous rassure, cela dit. Mais clairement, c'est des choses que tous les business analysts vivent au quotidien, je pense. Est-ce que les personnes qui ont dit non pourraient s'exprimer pour, peut-être qu'on comprenne la raison du non? Vous pouvez réactiver votre micro en bas à gauche. Bon, continuons. Continuons. C'est pas une obligation. Mettez-le dans la discussion si jamais, ça peut toujours être intéressant. Oui, ça sera un sujet. Ça doit être des micros, des micros adaptations, je pense. Vas-y, si tu peux passer le slide. Alors, je vais passer à la slide suivante. Alors, attends. Voilà, faut que OK. Non, voilà. C'est bon. Alors, donc, on continue de zoomer à l'intérieur du rôle du BA vis-à-vis du test. Là, encore une fois, pas seulement dans le projet Agile, mais maintenant, on va un peu plus loin dans l'interaction entre les business analysts et le test. Dans l'agilité, le test porte la définition du done, de réaliser. C'est lui le juge de paix. Il doit donc refléter, exprimer le plus fidèlement possible les besoins métiers. Et donc, évidemment, les BA ont une responsabilité importante puisque c'est eux qui sont porteurs de l'expression du besoin. Et donc, il est impératif, il est vraiment nécessaire, et c'est toute la difficulté de l'exercice, d'avoir un lien assez fort entre l'expression du besoin par les business analysts et le reflet qu'en font les testeurs. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà vu ce genre de vidéos où on voit le client écrire sur une feuille de papier qui se trouve dans le dos du business analyst ce qu'il espère, et le business analyst essayant de comprendre ce qui se passe dans son dos et en refaisant le dessin dans le dos du développeur. Et évidemment, il y a un écart énorme entre l'oiseau qui était au départ dans la tête du client et puis ce qui est finalement dessiné par le développeur. Donc, le test agile, donc cet écart, c'est justement cette espèce de biais et de dérive entre l'expression du besoin et sa concrétisation en code et en test, et exactement ce qu'il faut éviter. Bon, le test en agile, ça reste un test, c'est-à-dire un artefact exécutable, si possible de façon automatique. Mais en même temps, les tests doivent être compréhensibles par tous. Et ça, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'on veut faire des tests automatisés et en même temps, on veut que les tests soient compréhensibles par tous, d'où le développement, par exemple, d'approches de type BDD, Behavior Driven Development, avec des langages semi-formels comme le Gherkin, où il faut dire qui utilise des formats given when then, given étant donné que je suis un client VIP, quand je veux faire telle et telle chose, alors l'application me permet d'avoir un service premium, voilà, par exemple. Donc, voilà ce genre de choses qui ont évidemment leurs limites. Une autre chose très importante, c'est que les tests en agile
doivent couvrir l'intégralité de la pyramide des tests. Alors, qu'est-ce que c'est que la pyramide des tests? C'est les différentes gradations de tests. On part sur le bas de la pyramide des tests unitaires des développeurs. C'est des tests très, très atomiques, très petits, très, très techniques. Et puis, on monte avec des tests d'intégration, des tests fonctionnels, des tests interapplicatifs, voire des tests de bout en bout. Moi, j'aime bien résumer la pyramide des tests en disant que le bas de la pyramide, c'est pour voir qu'on développe the software right. Et le haut de la pyramide, c'est pour vérifier qu'on développe the right software. Donc, vous voyez, j'imagine que vous êtes tous fluent in English et que vous avez compris cette expression, faire le bas de la pyramide, faire le soft correctement et le haut de la pyramide, faire un soft correct, en tout cas qui répond correctement aux besoins du marché. L'illustration de la pyramide juste après, Michel. En plus. Voilà, c'est l'expression de la pyramide des tests. Comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'expression du besoin, les tests doivent s'inscrire dans un contexte éventuellement plus large que celui de la cellule agile, parce qu'il faut savoir ce que font éventuellement les équipes projet d'à côté et comprendre que ce que l'équipe projet l'équipe agile est en train de développer s'inscrit dans une feature plus large ou une épique plus large. Et évidemment, et ça c'est la grosse difficulté du test agile, c'est de ne pas être le goulot d'étranglement des développements. Le test doit être capable de suivre le rythme du sprint. Et je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle, dans le slide que vous montrez tout à l'heure, Nicolas, le test est l'accusé numéro 1 et le ralentisseur numéro 1 et aujourd'hui dans le box des accusés parce que c'est à cause du test que le time to market souhaité n'est pas respecté. Vas-y, si tu peux avancer. Donc, on va vous présenter avec Elisabetta une approche de collaboration entre les business analysts et les testeurs. Je viens de vous parler du BDD, du Behavior Driven Development. Cette approche, en fait, s'appelle Acceptance Test Driven Development. Ça fait partie de la grande famille du Test Driven Development, c'est-à-dire l'approche qui consiste à faire que le test soit la définition du done, mais à un niveau peut-être un peu plus large, puisqu'on parle de tests d'acceptation, Acceptance Test Driven Development, c'est des tests de recettes. Et donc, cette approche, elle utilise pour la création des tests une méthodologie que je peux définir comme divide and conquer, donc diviser pour mieux maîtriser, si je veux utiliser le français. Donc, on va partir pour produire des tests de parcours applicatifs qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des modèles de processus métier, qui, comme les modèles de processus métier, peuvent être organisés en poupées russes, c'est-à-dire avec des sous-parcours. Sur ces parcours, on va poser des règles de gestion qu'on veut tester sous forme de table de décision. Et puis, évidemment, ces règles de gestion, elles sont implémentées, enfin, je veux dire, elles sont impactées par des données en fonction du client, par exemple. Eh bien, il va y avoir tel parcours ou tel parcours. Si je suis un client VIP, je vais avoir tel service. Si je suis un client standard, je vais avoir un autre parcours. C'est comme ça qu'on réalise les tests dans cette approche, divide and conquer. C'est là aussi on va mettre des liens de traçabilité sur ces parcours pour dire, voilà, sur cette tâche du parcours, sur cette étape du parcours, ça correspond à telle user story ou à telle exigence. Et puis, on va utiliser une technologie, en l'occurrence
dans le cas de cet exercice, ça sera la nôtre, hein, c'est notre produit Yest, pour compiler tout ça, pour agréger de façon intelligente tous ces éléments qui constituent un test et demander à notre outil de générer les tests les plus pertinents et de les publier dans les environnements de tests que vous utilisez dans le projet. Je pense que j'en suis à la fin là de... Ah ben non. Il y a encore ce slide. En quoi cette approche que je telle toutes les bonnes cases du test agile, eh bien, les tests dans cette approche sont exécutables à toutes leurs étapes de construction, du parcours graphique jusqu'au test final. L'aspect visuel les rend compréhensibles par tous. Donc, on a bien les deux choses importantes. Ils sont exécutables et en même temps, ils sont compréhensibles par tous parce que, comme vous le savez, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours et que tout le monde se retrouve sur un dessin. C'est-à-dire que, quels que soient les profils des personnes, que ce soit des gens techniques ou des gens plutôt business, que ce soit des novices ou que ce soit des gens expérimentés, que ce soit des managers ou des opérationnels, eh bien, tout le monde se retrouve sur la compréhension des dessins. Donc, je vous l'ai dit, les parcours sont architecturables en poupée russe pour essayer d'abord de rendre les parcours bien lisibles et puis pour bien couvrir toute la pyramide des tests, les contextualiser. Bon, ça, je vais peut-être passer sur le fait que avec cette approche, on a la possibilité de bien séparer la dimension métier des tests de leur dimension exécutable, de leur dimension d'exécution. Et ça, c'est très intéressant pour avoir une communication, une collaboration étroite avec vous, les business analysts, qu'on vous montre pas, qu'on vous donne pas à revoir et à valider une grande liste de tests avec des actions aussi élémentaires que cliquer là, scroller là, rentrer tel texte. Ça, c'est pas des choses qui vous intéressent et vous avez tout à fait raison. Vous voulez voir des tests à un niveau métier, enregistrer le contrat, vérifier que le contrat est conforme à telle norme, etc. etc. C'est ça que vous voulez voir et vous ne voulez pas voir des clics et des scrolls et des machins comme ça. L'autre intérêt de cette approche, c'est qu'elle utilise un outil qui est comme un atelier de développement, comme finalement l'IDE qu'utilisent les développeurs. Si les développeurs sont tellement efficaces dans leur développement, c'est parce qu'ils ont un outil de développement qui leur est dédié, qui leur permet de faire des développements itératifs et incrémentaux et de faire du refactoring quand ils se sont trompés. Eh bien, le produit que nous utilisons et que nous développons et que nous vendons permet de faire cela. Donc, dans ce cadre, le rôle du BA, du business analyst, dans l'atelier des visuels, il va surtout consister à faire les parcours visuels ou au moins les revoir, les comprendre, les valider, suggérer les règles métiers qui sont attestées et puis revoir le projet de test dans l'outil d'ATDD avec les testeurs. Et c'est l'exercice qu'on va vous proposer de réaliser aujourd'hui. Et en particulier, cette première étape, faire les parcours visuels en fonction de spécifications. Et là, je pense que c'est Betty qui va prendre la suite. Ouais. Si vous voulez en savoir plus ou poursuivre les discussions en off, n'hésitez pas à prendre les coordonnées de Michel et de moi-même. Vraiment, on se tient à votre disposition. Vous pouvez faire une copie d'écran, ce que vous voulez. Et voilà. Betty, merci Michel. Betty, tu peux peut-être à ce moment-là, je pense que je dois arrêter de partager pour que tu puisses le faire. Je pense que je peux le reprendre automatiquement. Ok, alors je t'en prie. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Super. Oui, très bien. Alors, je vais simplement enlever tout ce qui était Zoom qui m'embête dans ma vision, dans mon champ de vision. Alors, dans cet petit exercice, d'abord, je vais vous donner voilà, le contexte pour l'exercice. Nous allons utiliser l'outil Yest for Jira, développé donc, par Smart Testing, qui est Yest étant la solution de conception visuelle des tests en agile.
Donc voilà, on va partir d'un nouveau projet développé en Agile qui sera géré dans Jira avec des clients User Story. Et nous allons utiliser l'application Yes4Jira pour collaborer effectivement avec le testeur qui est moi-même. Ensuite, je vais vous montrer une exécution des tests manuels sous X-Ray et une exécution des tests automatisés en Robot Framework. Mais le travail va se concentrer pour vous dans l'exercice côté Jira, donc qui est l'environnement partagé et collaboratif entre les business analysts, les product owners, les développeurs, les testeurs, comme ça tout le monde est aligné. Voilà, donc pour le petit exercice, avant de vous donner l'énoncé du sujet, je vais aller vous montrer en quoi est-ce que ça consiste. Comme ce que je vous avais dit pour aujourd'hui, avant la réalisation de l'exercice, je vous ai préparé un autre exemple. Comme ça va vous donner une petite vue de ce que vous aurez à faire. Voilà, dans cet exercice. Donc là, je suis dans Jira où j'ai un petit projet de crédit. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, je pense que vous le voyez. Et ce que vous voyez devant vous, c'est un parcours applicatif de test qui a été conçu pour la génération des scénarios de test couvrant mon périmètre de sprint d'une fonctionnalité d'attribution de crédit à un client. Donc, tel que vous le voyez dans ce parcours graphique visuel très simple, mais qui est très parlant, ça démarre avec la vérification des données du crédit. Ensuite, je vais aller jusqu'au mon cas nominal où je vais signer le contrat et enregistrer le contrat. Ou également, je peux identifier les cas d'erreur tels que le fait que le client n'est pas éligible au crédit ou que la demande de crédit n'est pas éligible. Comme Michel vous a dit, avec ce graphique, on a tout ce qu'on a besoin pour partager notre idée et ensuite pour que le testeur puisse exprimer clairement et facilement son besoin pour générer des scénarios de test et exprimer les règles métiers. Les règles métiers, vous voyez, il y a des petites boîtes qu'on voit ici. Elles sont exprimées de façon simple sous forme des tables de décision. Donc, laissez-moi ouvrir cette première table sur la vérification des données de crédit. Comme vous pouvez voir, le testeur, c'est exactement la même vue que le testeur il a côté outil de conception. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais là, dans Jira, j'ai exactement la même vue que le testeur qui développe les scénarios dans lequel il a exprimé 3 règles métiers. La première étant sur le fait que le crédit, il est valide pour une durée entre 6 et 24 mois pour un type de bien vidéo et son et pour un montant entre 2000 et 200. Et dans ce cas-là, je peux lire l'étape de test qui est bien factorisée et ces petites valeurs que vous voyez ici en violet, ils seront automatiquement déduits par l'outil lors de la génération où je vais vérifier le crédit, son montant, la durée, son type de bien et je vais m'assurer que ce crédit, il a été valide. À droite, vous pouvez voir que je peux attacher différentes informations additionnelles très importantes pour le suivi du projet, telles que des objectifs, attacher des risques, attacher les user stories. Vous savez, la user story, comme Michel l'a introduit, c'est une information volatile, mais avec Yest, vous pouvez obtenir du coup une vision globale de votre projet ou éventuellement des exigences provenant dans un outil de test management ou simplement un document Word. Donc avec ceci, c'est le travail qui est réalisé par le testeur fonctionnel, d'accord, en complément de ce graphique visuel qui permet de partager la vision de test. Nous allons pouvoir générer des scénarios de test dans un outil de test management de façon très pertinente et optimale. Donc, pour vous montrer cette génération, je vais vous permettre, j'attire votre attention, je vais changer de passage, donc d'outils, de l'application Yes4Jira qui est disponible gratuitement dans la marketplace d'Atlassian. Je vais passer sur Yes IDE et je suis très fière de le dire IDE parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être aussi pertinent que les développeurs en termes de développement avec tous les accélérateurs possibles. Donc, dans le Yes IDE, nous sommes maintenant dans l'environnement de développement, de conception des scénarios de test par le testeur fonctionnel. Ici, c'est exactement la même vue qui est synchronisée depuis Jira. Vous voyez, j'ai des petits boutons de synchronisation ici. Et c'est exactement les mêmes règles que ce que je vous avais montré tout à l'heure. À partir de cette vue, le testeur utilise le premier accélérateur qui est la génération des scénarios de test, bien sûr, et il va obtenir les scénarios optimaux pour obtenir une couverture maximale totale, plus précisément, des règles métiers qui sont exprimées dans le parcours applicatif et vous pouvez le voir ici graphiquement. J'accepte ces scénarios. Cette partie-là, c'est moi qui vais la faire dans l'exercice pour vous, qui concerne le test. Je vais vous montrer du coup un scénario généré par Yest. Je vais prendre le scénario de crédit pour vidéo et son par un employé. Donc, un scénario nominal. Laissez-moi le mettre sous forme visible.
Donc ici, un scénario produit dans Yest est un scénario pour vous et c'est un scénario dans Yest. Exactement la même chose comme si vous l'auriez écrit à la main, mais c'est de façon très synthétique et rapide. Je vais vérifier les données de crédit, je vais vérifier les données du client et je vais enregistrer le contrat. Et je le vois ici par cette petite partie verte que vous voyez ici sur le parcours applicatif. C'est le chemin que mon scénario de test traverse dans le parcours applicatif qui est dessiné ci-dessous. Donc voilà, le scénario de test, il est obtenu. Je vais vous montrer un autre scénario, simplement pour vous le voir, pour le côté invalide. Voilà, par exemple, pour un client invalide. Voilà, le chemin, il est toujours visible. Ensuite, laissez-moi revenir vers le scénario initial. Le testeur, voilà, ce n'est pas votre travail, mais vous avez toute l'assistance nécessaire pour pouvoir modifier le scénario, propager, le corriger de façon très, très, très efficace. Et voilà, je propage en un clin d'œil, c'était rapide, vous n'avez même pas pu le voir. Je peux également le maître de sujet et des connaissances, c'est bien le testeur du domaine. Donc là, par exemple, je très facilement peut le dire avec une l'autocomplétion, un autre accélérateur. Voilà, hop, de compléter mon scénario, mais Yest va m'avertir que tout est cassé. Donc voilà, par rapport à mon scénario, je peux le réparer, mais également, je peux graphiquement visualiser dans le petit dashboard. Il y a, ici, il y a mon, je m'excuse. Ouais, il faut cacher les… Oui, il y a la partie Zoom qui m'embête ici. Voilà, je vais afficher le dashboard. Hop, j'avais un petit bouton. Voilà, vous pouvez à tout moment vérifier la couverture qui est très, très, très important pour savoir et gérer le projet. Et c'est quelque chose qui est synchronisé côté Yes4Jira, que vous allez le voir tout à l'heure. C'est exactement la même vue que le testeur a, que le business analyst, le développeur et le PO. Voilà, vous pouvez voir, j'ai cassé mon scénario et en effet, j'ai des parties qui ne sont plus couvertes dans mon scénario. Voilà, je vais m'arrêter ici par rapport à la génération et je vais me permettre, avec un petit CTRL-Z, revenir en arrière et vous envoyer les modifications directement dans l'outil de test management pour voir comment est-ce que ça se comporte et comment est-ce que du coup, je peux visualiser le scénario. Je me connecte sur Jira et sur Jira, je vais pouvoir automatiquement, là, j'utilise l'outil X-Ray, c'est également un outil qui est disponible sur la marketplace d'Atlassian et avec lequel nous nous interfaçons, mais il y en a plein d'autres outils disponibles pour le test management manuel ou pour l'exécution des tests automatisés avec lesquels nous nous interfaçons. Je peux dire simplement plus de 90%, voire même toutes, pour ne pas le dire. Donc là, je vais envoyer mes scénarios directement dans X-Ray, qui est un outil de test management dans Jira. Lorsque les scénarios de test existent, Yest, il s'occupera de me les envoyer directement et de les mettre à jour, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, la publication, elle est réalisée. Et si je reviens côté Yest, maintenant, je vais ouvrir ce ticket qui est synchronisé sous Jira. J'attire votre attention. Je me retourne dans Jira, dans mon environnement de partage avec toutes les parties prenantes du projet. Le temps que ma page se rafraîchisse. Et voilà, je vais obtenir maintenant 2 panneaux supplémentaires qui est la couverture telle qu'a été présente pour le testeur fonctionnel dans son environnement de développement dans ISIDE, mais ici également pour moi en tant que business analyst, si je mets la casquette, même si je ne suis pas, ne me frappez pas, vous allez pouvoir en tant que business analyst vérifier et monitorer cette couverture directement sur le parcours applicatif, mais également sur les liens Jira qui sont disponibles, donc les user stories en l'occurrence. Voilà, et si toutefois l'exécution, donc dans X-Ray, nous nous interfaçons de façon très fine avec X-Ray. Nous sommes capables ensuite de retirer les statuts d'exécution de ces scénarios et identifier du coup les chemins qui passent ou fail, qui échouent lors de l'exécution. Donc là, un business analyst, un product owner, c'est vraiment une femme ou un homme heureux pour obtenir tout ça directement dans son environnement qui est Jira. Voilà, donc là, vous avez vu vraiment la totale de la conception et la clarification des user stories sous forme d'un parcours applicatif qui se passe dans Yes4Jira, leur synchronisation dans l'outil Yest pour la génération des scénarios. Et ensuite, nous sommes retournés directement dans Jira pour que vous puissiez monitorer l'évolution de la conception des scénarios, leur exécution et pouvoir manager le produit par la suite.
Voilà, donc ça, c'est pour ma part la petite introduction à l'exercice que vous allez faire. Et je vais retourner sur mes petites slides pour vous dire de nouveau, vous rappeler où est-ce que nous allons nous concentrer. Donc, nous allons nous concentrer, comme ce que j'ai dit, sur Jira et l'application Yes for Jira, où voilà, vous allez pouvoir concevoir des parcours applicatifs très similaires à des business analysts. Donc, voilà, comment est-ce que nous allons démarrer? Une fois que je vais vous donner le sujet, vous allez faire vraiment la première étape dans laquelle la plupart du temps, les business analysts y contribuent ou l'évolution du parcours applicatif pour associer des nouvelles user stories avant de pouvoir continuer vers les étapes suivantes dans la conception et l'implémentation des scénarios de test jusqu'à leur exécution et mise en place avec les jetonnets de test. Voilà, donc ça c'est pour ma part. Voilà, on va se concentrer sur l'étape 1 et ensuite, voilà, vous allez vous connecter dans un espace que nous avons créé spécifiquement pour vous pour cet atelier, qui est un Jira Cloud et dont je vais vous donner les liens tout de suite dans la slide suivante. Voilà, donc l'exercice, elle se passe sur un site web qui a été développé, un simulateur par Smart Testing qui s'appelle une assurance auto. Voilà, un simulateur d'assurance auto pour lequel, alors je me suis permise de décrire quelques user stories. J'espère que j'ai bien fait le travail de business analyst et c'est pour ça, ne vous fâchez pas si ce n'est pas correctement, mais en tant que votre métier, vous aurez entièrement le droit de modifier ces user stories, de les amender, de les adapter dans l'exercice que vous allez réaliser aujourd'hui. Donc, ce que je vous demanderai, donc, tel que dit, d'abord, reviewer les user stories que j'ai créées pour cette application que vous avez devant vous et ensuite créer un petit parcours applicatif, bien sûr, sans les tables de décision. Voilà, pour que ensuite, moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrive jusqu'à la génération des tests dans le temps imparti des 20 minutes. Pour ne pas démarrer tout seul, je vous invite maintenant de bien suivre mes indications. Comment est-ce que vous allez le faire ça dans l'Atlassian, donc le Jira Cloud que nous avons créé pour vous. Donc, il faut d'abord aller sur le site qui s'appelle https://csmsmarttesting.atlassian.net. Voilà, hop, et, voilà. Et ensuite, dans ce Jira Cloud, vous allez retrouver 9 projets parce que vous serez partagés en 9 groupes. Les 9 groupes, ils auront un projet dédié dans Jira qui va s'appeler IIBA 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9. L'utilisateur et le mot de passe, c'est bien user numéro de groupe, donc 1, 2, 3, 4, etc. @smarttesting.com et le mot de passe sera exactement le même. Alors, oui. donc, en fonction de la salle, donc salle 1, user 1, salle 2, user 2, etc. etc. Voilà, donc maintenant, je vais démarrer. Oui, voilà. pardon, Michel. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, petite remarque, quand on va arriver dans la salle, le message va disparaître, donc c'est peut-être bien que vous copiez le message qui a été mis dans la discussion pour le retrouver après. Voilà. Et maintenant, on va aller tous ensemble sur le CSM Smart Testing Atlassian.net, donc le Jira Cloud qui a été créé. D'accord? Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez retrouver dedans et comment est-ce que vous allez utiliser cette petite application gratuite Yes for Jira. Voilà. Donc, je reprends la main, je vais faire les Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Pas maintenant. C'est pas maintenant, Okay. juste après. S'il vous plaît. Donc voilà. Donc, je vais aller. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se cacher. Bon, c'est pas grave. J'arrive pas à cacher mon petit. Voilà. Hop. Le petit zoom. Alors, donc, je vous invite de vous connecter dessus. Et donc, dedans, avec votre utilisateur, en fonction du groupe, vous allez retrouver. Oui. Betty, je pense que vaut mieux pas que les personnes se connectent tout de suite parce que sinon, elles ne pourront pas voir ton écran. Voilà. Donc, patientez le temps que j'explique. Voilà. Vous allez choisir donc un projet, celui qui correspond à votre groupe tout à l'heure. Et dans le projet, voilà, vous allez retrouver dans le backlog du tableau Kanban la description de l'exercice avec mes slides que je viens de vous présenter ici, d'accord, en pièce jointe, avec
la spécification de l'exercice, voilà, un petit peu plus du textuel, explication, à partir de laquelle j'ai déduit les user stories. Et vous avez accès, si vous souhaitez essayer, donc le simulateur développé donc, par Smart Testing qui correspond à cet exercice. Voilà, donc ça, c'est par rapport, on va dire, les ressources que vous avez à votre disposition. Voilà, je les ai mis dans le backlog, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit, mais c'était tout, ça permettait d'en avoir tout ensemble. Et sur la partie sélectionnée pour le développement, vous allez avoir les 5 user stories que j'avais créées pour vous. Chaque user story étant décrite, voilà, comme par exemple pour la recherche de véhicules, il y a une petite explication. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner une note en fin de la séance. Si j'ai bien travaillé en tant que business analyst, je serais ravie de savoir. Donc voilà, ça c'est ce que vous retrouverez. Et ensuite, donc l'exercice consiste de cliquer sur le bouton Créer. D'accord. Et quand vous allez créer, donc faites bien attention que c'est votre projet dans lequel vous créez, parce que bien sûr, vous avez accès à tous les autres projets. Vous allez créer un ticket de type Yes Workflow dans lequel vous allez lui donner un nom. Voilà, pour ma part, je vais faire un ticket de test. Vous pouvez lui faire une description ou pas et vous cliquez sur le bouton Créer. Ceci fait, voilà, ça va vous créer un ticket de type Yes Workflow avec à l'intérieur, donc le parcours applicatif démarrer avec le petit point de début qui est vert. Pour l'éditer, il faut cliquer sur le bouton Éditer. Voilà. Et une fois que vous cliquez sur le bouton Éditer, vous allez rentrer dans la palette graphique d'édition. Vous avez quelques éléments très simples disponibles. Le point de début, il est obligatoire et il n'y en a qu'un seul parcours applicatif. Ensuite, vous avez des tâches qui vont décrire un ensemble d'actions à réaliser voilà, pour vos scénarios de test ou voilà, par rapport au site web que nous traitons actuellement. Ensuite, vous avez des sous-parcours. Bien sûr, comme Michel l'a dit, c'est un petit peu la poupée russe. Vous pouvez structurer votre parcours applicatif en sous-parcours qui vont contenir des actions proches de point de vue fonctionnalité. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Et vu la taille de l'application en question et du petit projet qu'on vous propose, il y a des chances pour que ça ne soit pas nécessaire. Tout à fait. Ensuite, vous avez les points de choix pour identifier les différentes bifurcations que vous aurez dans l'application. Le point de fin, il peut en avoir plusieurs ou pas du tout dans votre projet. Les groupements, c'est un peu comme les lines, voilà, les swimlines que vous avez en BPMN, mais pour pouvoir identifier visuellement vos éléments sur le parcours applicatif, et les commentaires que vous pouvez les attacher ou non directement aux éléments ou les mettre sur la partie voilà, graphique de votre panneau de design. Donc ensuite, comment est-ce que je crée les éléments? Soit vous cliquez sur le bouton puis ça l'ajoute, voilà, directement. Ou je vais faire un petit CTRL-Z. Vous voyez, quand j'approche un élément, il y a des petites flèches qui apparaissent dans toutes les directions. Donc là, je veux créer, par exemple, un élément dans cette tâche. J'ai cliqué sur le bouton vers le bas. Voilà. Je peux choisir de changer la tâche de forme en faisant un clic droit. Je peux dire, ben, ça devient un point de choix, un sous-parcours, un point de fin. D'accord? Hop, ça devient un point de choix. Et ensuite, ce qui est important, ce qui nous intéresse, ensuite que vous attachez les user stories aux différentes tâches que vous aurez créées dans votre parcours applicatif. Comme vous avez vu ici, avec le clic droit, je peux en avoir, voilà, j'ai l'option de dire associer des tickets Jira. Voilà, mais je peux cliquer sur le bouton associer des tickets Jira et vous pouvez rechercher vos tickets à la façon habituelle à Jira, comme si je tape Vehicle Search, par exemple. Faites attention, par contre, voilà, comme il y a Vehicle Search dans tous les projets, 9 projets que j'ai créés pour vous, ben, voilà, faites attention de bien prendre votre projet. Voilà, B1, c'est pour le projet 1, B3, c'est pour le projet 2, etc. Voilà. B3, c'est projet 3 peut-être. B3, oui, projet 3. Donc, voilà, n'hésitez pas, et en cliquant justement sur voilà, l'élément, ça le sélectionne, vous le fermez, et bien sûr, voilà, on voit le petit i qui est apparu ici. Donc, si je double-clique, hop, pardon, je clique ici, voilà, je vais voir que mon élément, il est attaché à ma tâche. Et voilà, donc le travail se déroulera sur 20 minutes. Je pense que je n'ai pas trop débordé. Le timekeeper, n'hésitez pas à m'interrompre si je suis trop longue. Non, ça va, un petit peu, mais ce n'est pas grave. Les explications étaient nécessaires. Donc, effectivement, je vais répartir tout le monde dans des salles. Donc, j'en crée 5. Et n'oubliez pas,
Voilà. Et n'oubliez pas de sauvegarder, non pas fermer sans sauvegarder, parce que du coup, vous serez mal. Voilà, donc je vais surtout garder bien le lien donc sur csmsmarttesting.atlassian.net. Votre user correspond en fait, il y a une personne qui va le prendre dans la salle et ça correspond à votre numéro de salle. Donc voilà, je vais cliquer et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. À tout de suite. J'ai mis un timekeeper sur 20 minutes. C'est à vous de jouer. On passera à vous de jouer salles maintenant. aussi. Voilà. Il y aura des gens dans les salles. N'hésitez pas à nous solliciter aussi si vous avez des questions. On va passer parmi vous. Et à la fin, vous proposerez aussi une restitution si certains d'entre vous souhaitent partager avec le reste du groupe. C'est avec grand plaisir. Parti. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont réussi à faire leur exercice, qui veulent montrer ce qu'ils ont fait? Allez, ne soyez pas timide. Hein. Le 1, on est arrivé à faire quelque chose. Le 2, je crois aussi, on a un sous-processus. Je ne sais pas si ça peut intéresser. C'est super. On serait ravis de voir un peu ce que vous avez fait. Qui c'est qui veut partager C'est qui veut partager son écran et montrer ce qu'il a fait? Alors, moi, je peux partager du groupe 1, si vous voulez bien. Allez, Claude. Moi, j'avais un groupe quand même qui était très motivé, mais dans la 4, ils étaient 2 à essayer, mais du coup, à 2, ça fait trop de choses à faire en si peu de temps, 20 minutes, donc c'était un petit peu compliqué, mais très bien. Super. Oui, alors, on a un petit peu fouillé, hein. J'avais quelques infos, on a dérivé un tout petit peu, mais il fallait bien arriver à démarrer avec, avec la première tâche et le premier point de décision. Donc, on a quand même mis un moment saisir les données du véhicule au départ. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y avait un écran, un écran de saisie, c'est celui-là en fait. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a fait recherche de véhicule. Pourquoi? Parce que c'était mentionné qu'à un certain moment, si on ne le trouvait pas, il fallait s'arrêter. Alors, on l'a vu aussi, Vehicle Search ici. Voilà, on l'a trouvé dans cette user story. Par contre, j'ai plus su comment faire le lien entre l'activité et la user story. Je vais revenir. Clic droit. Ici. Associé. Donc, ici. Associé. Voilà. Excellent. Et là, je peux rechercher. Hein. Voilà. Donc, c'était un search quelque chose. Voilà, Vehicle search, mais je dois prendre le 1. Hein. Voilà, le B13. OK. Je ferme. Et là, on a le petit i qui nous permet de savoir que… Voilà. Alors ça, on n'avait pas fait. Du moment qu'on a recherché le véhicule, hein, c'est comme un appel en base, soit on le trouve, soit on ne le trouve pas. Si on le trouve, ça c'est juste la question, mais j'aurais peut-être j'ai cru que c'était la question du point de décision. C'est juste, ou bien j'aurais dû mettre véhicule non trouvé. Non, le résultat Non, c'est très bien. C'est exactement non, c'est très ça. bien. C'est juste le nom de la petite du petit diamant là. Ok, c'est par rapport au diamant, c'est pas par rapport à la flèche. Ouais. J'aurais eu tendance à le déplacer. Vous pouvez. Voilà, ou alors ici, mais comme il est sur la flèche, j'ai l'impression que c'était la flèche. Et puis, s'il est non trouvé, on peut le déplacer. On a mis un point d'arrêt du processus avec véhicule non trouvé. Donc, c'est une exception. Le processus n'est pas terminé correctement, mais voilà. Vous pouvez même nommer la flèche. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez même la nommer. Et avec un F2. Et puis, on appuie sur F2. F2. Alors, je vais cliquer et faire clic droit. Je devrais avoir quelque chose. Renommer. Oui. Voilà. OK, par exemple. Est-ce que j'aurais pu revenir dans saisir les données du véhicule au lieu de faire un point d'arrêt? Ouais. J'aurais pu faire ça? Après, l'outil ne vous l'interdira pas, mais les bonnes pratiques du test, ça dit que de toute façon, je ne vais pas boucler indéfiniment, je m'arrête à un moment donné. D'accord. Voilà, sauf si je veux… Ouais, c'est peut-être la différence avec un workflow standard où quelque part, on va dire, on te force de remettre une donnée correcte et ainsi de suite. Tout à fait. C'est peut-être la différence qu'on a. On cherche des scénarios de test et pas forcément un screen flow. C'est pas ce qu'on fait. Hein. Tout à fait. Après, on s'est dit, l'écran suivant, on l'a vu dans le… alors, oui, je vais revenir ici, qu'il y avait une saisie
un peu plus loin des données des clients. Et puis là, on n'a plus trop eu le temps, donc je me suis basé sur ce qui était là. Après la validation du véhicule, c'est ce qu'on a vu avant, s'il est trouvé dans la base de données, la cotisation annuelle d'assurance sera affichée. Dans le cas contraire, le simulateur affichera un message. Ah, j'ai oublié d'afficher le message, je crois. Donc, je reviens ici. Ah, j'ai mis contrôler la date de permis. Vous voyez? Alors, j'ai oublié ce qui était là-dedans, mais j'ai vu qu'à un moment, il y avait Driver License Issue Date. En fait, c'est là que je suis allé chercher ça. Donc, je me suis dit, est-ce que le permis est valable? S'il n'est pas valable, je m'arrête. Et puis, s'il est valable, j'affiche la cotisation annuelle et puis voilà, puis je m'arrête. Bon. Voilà, c'est quand même vachement bien, bravo. Pas mal, pas mal. Voilà. Ouais. Super, bravo. Merci au groupe 1. Très bien. Félicitations groupe 1, vraiment super. Voilà, modulo que le permis valable, c'est pas tout à fait ça, mais je vous montrerai la solution. Okay, moi, j'ai une question, une remarque à faire, si c'est possible, vite fait. Moi, quand je travaille beaucoup avec un programmeur, j'ai écrit mes tâches sous forme comme les use cases. Ça veut dire que je mets le système calcul ou alors l'utilisateur saisit. Ouais, parce que c'est comme ça on comprend mieux ce qu'on doit programmer en fait. Est-ce que j'étais curieux de savoir, est-ce que pour vous ça change quelque chose ou pas au niveau test? Je pense pas. Hein. En fait, si on écrit comme ça ou on écrit comme si on savait pas ce qui se passe derrière en fait, ou pas. Alors, si je peux me permettre de dire, dans nos parcours applicatifs, souvent on met un code couleur, notamment quand ce sont des saisies par l'utilisateur ou quand ce sont des calculs directement par le système. Ainsi, quand on regarde le parcours applicatif, de première vue, on sait qu'est-ce qui est fait par client, utilisateur ou ce qui est calculé par le système lui-même. Alors, vous aurez pu utiliser dans BPMN des formes pour dire si c'est une action utilisateur, une action système. Il y a même une action manuelle, des tâches manuelles qui sont possibles de distinguer par rapport à l'action utilisateur. Mais comme vous l'avez compris, vous avez avec Yest la palette graphique nécessaire et suffisante pour produire du test. Et donc, on ne va pas aller dans des choses très compliquées parce qu'on n'est pas là pour faire un modèle de processus métier, on est là pour communiquer ce qu'on attend des équipes de test. Pardon. Oui, pour la question Aminéa, je pense que c'est ça. Là, c'est la question de comment nommer un user story. Mais bien sûr, là, vous avez fait une version courte, mais vous aurez pu faire une version longue de la description de la user story, on est d'accord. Par ailleurs, je parle sous ton contrôle, Betty, mais dans le parcours, on a quand même tendance à se mettre à la place de l'utilisateur plutôt qu'à la place du système. C'est-à-dire que quand le système est en train de rechercher, qu'est-ce qu'on va tester là? De toute façon, le test, c'est d'attendre que la recherche se fasse. Voilà, donc nous, vraiment le parcours utilisateur qui est créé, comme son nom le dit, c'est un parcours utilisateur et on est vraiment ce qu'on produit, et ce qu'on écrit, c'est ce que le testeur devrait faire pour réussir correctement le déroulement du scénario de test. Donc en effet, quand il y a le système, une moulinette système, on dit le système doit produire le résultat et le résultat doit être le tel. Voilà, on met l'action et le résultat attendu derrière. Mais je vais vous montrer dans mon exemple précisément. Je suis allée peut-être trop vite avec mon exemple de crédit. Donc, vous ne détaillez pas, vous n'avez pas plusieurs tâches en détaillant ce qui fait le système parce que ça ne vous intéresse pas à point de vue test. C'est juste. Alors, non, on fait du test boîte noire et donc ce qui se passe au moment où on stimule le système et qu'est-ce qu'il fait derrière, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est si je lui donne telle information, après, il peut faire 3 fois le tour de la Terre, me faire des calculs super compliqués. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il donne le bon résultat. Si on veut utiliser la même, si on veut utiliser la même documentation pour le programmeur et pour le testeur, vous pouvez très bien ne pas faire attention à ça, prendre ce que vous avez besoin. Justement, peut-être avec les codes couleurs, on peut plus facilement, on peut éviter un peu les détails qu'on ne veut pas, j'imagine. Surtout, ce qu'on met dans les boîtes chez nous, c'est vraiment ce qui est observable de point de vue testeur.
test, soit observable de point de vue automatique, s'il y a des résultats, si on écoute des ports ou si on écoute, etc. Donc, vraiment ce qui est observable. Ce qui n'est pas observable et ce qui est à l'intérieur du système, nous, de point de vue test, on n'est pas capable de, de le consulter, de savoir. Même si on sait, on devine ce qui se passe à l'intérieur. Vous préférez qu'on fasse comment dire, un dessin, un workflow pour vous, et puis qu'on fasse un autre pour les développeurs, si je comprends. Après, non, là, il reste compréhensible parce que ça explique quand même la logique qui est à l'intérieur. Ça, on ne va pas mettre, on va dire, tout l'algorithme, mais on va se focaliser vraiment sur la globalité du système avec les résultats attendus en tant que comportement visible par l'utilisateur même. Voilà, donc on ne va pas aller chercher de décrire l'algorithme, sauf si on est vraiment dans le test de l'API. Et là, auquel cas, on va vraiment se focaliser justement de exprimer ce comportement et le tester derrière. Il est 20h10. Il est 20h10, je suis obligée de faire mon timekeeper et donc du coup je propose que tu présentes en 10 minutes peut-être le résultat attendu avec les explications pour laisser 10 minutes aux questions-réponses. Tout à fait. Et rester dans les temps. Et voilà, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Tous? Voilà. Donc là, juste pour dire à tout le monde, parce que je l'ai un petit peu expliqué dans le groupe dans lequel j'y étais, voilà, on a cette partie de, comme ce qui a été expliqué, des détails de la voiture où on les saisit, les détails du client, le type d'assurance, je clique sur le bouton, ça m'affiche un petit tarif à côté. Donc, le parcours applicatif, comme vous pouvez le voir là sur mon petit exemple, s'exprime exactement ça. J'entre les caractéristiques du véhicule, je vérifie, je fais la recherche du véhicule. Ensuite, si le véhicule n'est pas trouvé, là, c'était parfait. Vous l'avez fait exactement comme ce que j'avais prévu. Le véhicule n'est pas trouvé, mon scénario de test s'arrête. Ensuite, pour l'exercice, j'ai fait un sous-parcours, mais bien sûr, il n'est pas obligatoire. J'ai fait mon petit sous-parcours concernant le client, entrer les données du conducteur et entrer l'historique du client, c'est-à-dire son permis. Voilà. Ensuite, je sélectionne le type d'assurance et je vérifie mon cas nominal. Je calcule et j'affiche le tarif. Donc, simplement, pour vous montrer comment est-ce que ça ressemble à l'intérieur, ce que le testeur fera dans ce parcours applicatif qui est graphiquement très facilement compréhensible de ce que je souhaite exprimer dans ce sprint sur lequel nous avons travaillé. La recherche de véhicules, elle se focalise sur 3 choses. J'ai un véhicule qui est récent, donc inférieur d'une mise en circulation inférieure de 10 ans, supérieur à 10 ans ou un nouvel véhicule. De même, côté conducteur, si je peux me permettre simplement de rentrer dans les détails d'expression, si je prends son historique de conducteur, j'ai un conducteur qui a des bonus ou un conducteur qui a un malus ou un pourcentage de malus parce qu'il a eu un certain nombre d'accidents. Et à l'intérieur, bien sûr, vous voyez, là, j'ai mon action d'utilisateur qui dit entrer le pourcentage de bonus-malus avec ma petite donnée de conception qui sera automatiquement déduite par l'outil à l'intérieur. Donc voilà, de cette façon, j'ai exprimé mes cas de test pour chacune de ces petites boîtes et pour laquelle je peux générer des scénarios. Je vais laisser un petit scénario obsolète ici. Et donc, je vais générer. Une fois ceci fait, voilà, j'obtiens 5 scénarios qui vont exprimer mes différentes règles métiers sur le fait que je peux choisir différents types d'assurance, que je peux en avoir un conducteur expérimenté ou un jeune conducteur en France pour un conducteur qui a un permis de moins de 3 ans, quelqu'un qui vient de Paris parce qu'il paiera plus cher de l'assurance ou de province, ou quelqu'un qui a des malus ou des bonus. Il va exercer toutes les règles métiers et je vais pouvoir graphiquement vérifier ça ici dans mon parcours applicatif. J'accepte et je peux vous montrer un des scénarios générés de mon parcours applicatif qui était très proche du groupe qu'il avait déjà fait. Voilà le scénario, entrer les caractéristiques du véhicule, son année d'immatriculation. Là, de façon fonctionnelle, je parle d'un nouvel véhicule et j'entre les données de conducteur supérieur à 3 ans pour son permis, qu'il habite à Paris et qu'il a des malus. Voilà, puis je clique sur le bouton simuler pour afficher le tarif. Le chemin s'affiche ici correctement. Ce que Yest fait de plus, ensuite, il va m'assurer d'avoir les données de conception
tels qu'ils sont ici, avec les données d'implémentation concrètes d'usage qui est liée avec le dataset, hein, donc les jeux de données que j'ai et qui peuvent être préparés en amont, pendant, en aval, hein, ça c'est indépendant, où je vais associer ces données de conception avec les données physiques concrètes pour l'exécution des scénarios. Donc, ceci dit, une fois que j'ai tout ça, je peux exporter mes scénarios dans mon outil de test management, que pour l'exercice ici, c'est X-Ray. Voilà, je vais publier les scénarios comme tout à l'heure, comme ce que vous avez vu. Et je vais les retrouver dans X-Ray avec le partage, donc le dashboard que vous avez vu tout à l'heure, hein, le temps que ça envoie directement dans X-Ray. Voilà, il n'y a pas de scénario dans mon manuel test, hein, il est très contextuel, mon menu. Voilà, je peux voir mes 5 scénarios qui sont valides avec le parcours applicatif, qui est entièrement couvert. Et hop, ici. Voilà, donc là, avec ceci, je vais vous montrer le parcours applicatif. Je pense que l'export, oui, bien sûr, il a fini. Je vais ouvrir mon parcours applicatif dans Jira. Et voilà, vous allez avoir exactement la même vue que tout à l'heure avec les scénarios qui ont été générés par Yest, exportés et que je peux, dont la couverture, je peux graphiquement la visualiser dans l'application Yest for Jira. Là, je n'ai pas créé des exécutions, mais quand je vais exécuter ces scénarios qui sont dans X-Ray, qui est l'outil de test management, je vais pouvoir identifier les tests, pass, fail, en fonction de leur statut directement sur le parcours applicatif. Et voilà, donc avec ceci, ma petit exercice, elle est finie. Je vous ai produit des tests manuels. Et bien sûr, l'une des difficultés dans les projets agiles, notamment, parce que le test, il est la plupart du temps, en tout cas la volonté est d'aller vers l'automatisation de ces scénarios de test. Et la difficulté, c'est d'avoir le in-sprint testing. Ben avec Yest, ces mêmes scénarios qui ont été fonctionnellement conçu, généré, je peux très facilement, en appliquant le keyword-driven testing et le data-driven testing dirigé par cette partie où je peux mettre en lien mes données de conception avec les données d'implémentation, générer différentes combinaisons, voilà, qui seront valides pour mes scénarios de test pour les exécuter. Et donc ça, c'est des combinaisons de données. Hein, données. Pour chaque, tu peux en montrer une peut-être, montrer pour un, voilà. Pour un test donné, eh bien, Yest va choisir la bonne combinaison de données qui peut être exécutée sur ce test. Là, en l'occurrence, elle a choisi l'option toutes les combinaisons possibles, puisqu'on fait du test automatique, ça a du sens. Moins coûteux. Qui peut s'exécuter moins cher, évidemment, ça a du sens de les réexécuter plusieurs fois avec des données différentes de façon à tester encore plus la robustesse de l'application. Et donc, dans mon cas, je prévois d'exécuter ce scénario expérimenté de Paris avec un malus qui a choisi une assurance de risque avec différents pourcentages. Donc, je peux jouer avec le test des valeurs aux limites et l'exécuter sur différents navigateurs. Donc, automatiquement, j'exécute toutes les combinaisons possibles sur les navigateurs que j'ai prévus pour mes scénarios. Et ensuite, comment est-ce que ça se passe l'automatisation une fois que j'ai réalisé cette tâche? Comme j'ai dit, nous devons rentrer là-dedans. Voilà, on génère les scripts, voilà, simplement pour vous le dire, qui sont ensuite entièrement disponibles dans l'environnement d'exécution. Voilà, avec, voici mon scénario de l'expérimenté parisien avec un malus, où on exporte les mots-clés automatisables par l'automaticien de test et puis lancer cette exécution. Voilà, donc ça c'est pour ma petite démonstration de cet exercice jusqu'à lancement des tests automatisés sur notre petit simulateur de démo. Donc l'idée c'était de vous montrer à partir du travail que vous faites, c'est-à-dire de réalisation du parcours applicatif, ce que les testeurs et les automaticiens de test font derrière pour implémenter finalement les tests les tests sur le parcours que vous leur avez fourni. Et c'est un exemple de collaboration entre les business analysts et les testeurs. Une partie du travail est en fait par les business analysts la partie graphique, la partie parcours applicatif. Et derrière, il y a un travail
traduction. De traduction, pas de traduction, mais plutôt pour détailler les cas qu'on veut tester. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire de test. Où est-ce que je vais aller gratter sur ce parcours applicatif pour vraiment éprouver l'application? Ben, je vais gratter avec plusieurs cas de test, avec plusieurs types de données. Mais ça, c'est le boulot des testeurs. C'est pas le vôtre. Et ils vont faire ça, mais en s'appuyant sur ce que vous leur avez confié, c'est-à-dire les parcours applicatifs graphiques et l'expression de ce que vous espérez en termes de scénario de test. J'ose poser une question. On parlait de BDD, donc les BDD, ils sont faits après au niveau de chacune de ces tâches, c'est ça, par les testeurs? Alors, le BDD, c'est une façon d'exprimer effectivement des tests sous une forme given when then. Parce qu'on en a vu là, ouais. Et effectivement, on peut très bien le faire à partir des parcours applicatifs, c'est-à-dire à partir du projet YEST, on peut très bien générer des tests Gherkin. Pourquoi on ferait une chose pareille, puisqu'on a déjà une vision graphique qui est beaucoup plus parlante que given when then? Pourquoi on va s'embêter à faire derrière du given when then? Tout simplement parce que derrière le given when then, il y a un outil d'automatisation qui s'appelle Cucumber, et beaucoup de projets utilisent cet outil. Et pour pouvoir faire fonctionner cet outil, il faut avoir des tests en Cucumber. Donc nous, on est capable de faire, de produire les tests en Cucumber, en Gherkin, en given when then, de façon à pouvoir exploiter l'outil d'automatisation qui s'appelle Cucumber. OK. Voilà. Mais finalement, ce n'est qu'une façon d'utiliser un outil d'automatisation. Là, vous avez vu, les tests dans Robot Framework qui sont écrits dans je ne sais pas quel langage, je ne sais pas ce que c'est. C'est du Python. C'est du Python. Voilà. Au lieu de les écrire en Python, on peut les écrire en given when then, en Gherkin. Et du coup, ils vont être interprétables par l'outil d'automatisation Cucumber, de la même façon que le Python est interprétable par l'outil d'automatisation Robot Framework. Okay. Donc voilà, Gherkin, c'est le langage pour exprimer sous forme de given when then. Après, en effet, il y a le framework Cucumber qui est en Java. Et après, du Cucumber ou du langage Gherkin, comme ce que vous pouvez voir ici, on peut également l'exporter sous X-Ray. Même du Robot Framework, on peut écrire du Cucumber, plutôt du Gherkin avec du Robot Framework. Aujourd'hui, voilà, beaucoup d'outils s'adaptent pour permettre cette façon d'exprimer textuelle, mais que vous l'avez déjà avec YEST et qui n'est pas volatile, limité simplement à la user story. Voilà, où on a habituellement à écrire le Cucumber. Et puis vous comprenez bien que quand vous écrivez un test un peu long en given when then, donc vous allez avoir given quelque chose, end quelque chose, end quelque chose, end quelque chose, when une phrase, end une autre phrase, end une autre phrase, end une troisième phrase, une quatrième phrase. Alors, then, il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça. Ça devient illisible. Un petit exemple, là, Michel. Hein si tu... Ça devient complètement illisible, alors que le parcours applicatif graphique, lui, il est toujours lisible, quelle que soit sa taille. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Il reste quelques minutes pour encore poser des questions. Alors moi j'ai une petite question. Ce serait pour savoir si en fait cet environnement de test est applicable pour n'importe quelle implémentation de CRM. C'est-à-dire par exemple du SAP S/4HANA ou bien du Microsoft Dynamics. Je ne connais pas trop les langages informatiques, donc... Oui, c'est comme vous l'avez vu avec les représentations graphiques que vous avez fait en exercice, à la limite, ça aurait été sur un système, sur un gros ordinateur, ça n'aurait rien changé. Je veux dire, c'est un calculateur, ça n'aurait rien changé. Ça reste au niveau fonctionnel. Et donc,
quel que soit le type d'application que vous utilisez, même de l'application embarquée, du logiciel embarqué, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser cette représentation graphique et tout le système que propose l'outil pour tester des choses, du SAP, du Oracle, des gros systèmes, des API, du logiciel embarqué. Bon. L'important, c'est que ça soit un workflow, quoi. Qu'il y ait un aspect de workflow. Mais sinon, quel que soit le système derrière, ça n'a aucune importance. Je pense que ça, c'est clair, c'est agnostique. Parce que l'intérêt, ce qui est important, c'est derrière quel type de solution d'automatisation cet automate doit être capable d'interagir avec telle ou telle application, SAP, Salesforce ou autre. Absolument. Enfin, non, en environnement de test. Mais là, on est sur cette couche vraiment de description du processus métier, peu importe la technologie. Oui, on est vraiment agnostique de code source et la technologie utilisée derrière. Ce qui est l'avantage, parce que c'est pour ça qu'on dit qu'on se plug à la plupart, on va dire, des environnements, parce que justement, on ne veut pas être dépendant. Donc, si un jour vous changez d'environnement, il suffit simplement de changer Publisher. D'accord, très bien, merci. Avant de prendre la prochaine question, je vous ai mis dans le chat le lien vers le rôti pour évaluer la soirée. Donc, vous pourrez donner votre avis sur la soirée, comment ça s'est passé pour vous. Donc, n'hésitez pas. Ça permettra de noter la soirée. Minéa, tu avais une question? Je crois que j'ai répondu moi, mais votre outil Yest ne couvre pas l'automatisation, c'est juste. Vous exportez après vers d'autres outils, c'est bien ça? Alors, il ne couvre pas l'exécution automatique, mais il couvre la création du script automatisé. Oui. Et pour être totalement honnête, il crée le script dans sa version fonctionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de Yest que vous allez faire l'implémentation des mots-clés, c'est-à-dire le lien entre le mot-clé, par exemple, entrée Select Card Brand, par exemple, Select Card Brand. Bien, l'automaticien de test, il a du code à développer derrière le mot Select Card Brand, parce que sur l'application, il y a un certain nombre de choses à faire pour que le robot comprenne qu'il faut sélectionner la marque de la machine, de la voiture. Ce menu déroulant ou cette information. Voilà. Des ID, des espaces. Il y a du code. Mais prépare le boulot. Exactement. Et peut-être une question. Moi, j'ai jamais fait de l'automatisation. Je fais des tests à la main. Je me demande est-ce que c'est cher de faire l'automatisation? Est-ce que c'est cher de faire les robots, de les implémenter? Ça prend du temps pas? Alors, c'est assez coûteux, oui, mais c'est pour ça qu'en général, les testeurs, les équipes de test choisissent d'automatiser les tests qu'ils vont rejouer plusieurs fois, c'est-à-dire les tests de régression ou de non-régression, ça dépend. Maintenant, on dit plutôt les tests de régression. C'est ceux-là qu'on va rejouer plusieurs fois. Et donc là, il y a un retour sur investissement de les automatiser parce que, voilà, quand ils sont automatisés et qu'ils sont rejoués 10, 20, 30, 50 fois, évidemment, le coût de leur automatisation est vite rentabilisé, est relativement vite rentabilisé. Et je précise que c'est beaucoup moins cher de faire des tests automatisés avec Yest que de les faire à la main, d'écrire du script à la main. Ça, c'est casse-gueule d'une part, et puis c'est difficile à maintenir. Et puis surtout, un des intérêts, c'est qu'est-ce qu'on doit automatiser, comment l'automatiser, c'est interprété par les automaticiens. Avec Yest, finalement, on a une représentation visuelle et graphique. On ne peut pas se tromper. On peut se tromper, mais en tout cas, on se trompe collectivement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Puis notamment dirigé par les risques qu'on peut facilement identifier ici, les mapper. Souvent, on est dirigé par ça lors de la sélection de ces tests de régression et automatisation qui sont un coup de... Bon, mais là, on rentre clairement dans la plomberie du test. Je ne suis pas sûr que ça soit un besoin absolu de la part de la communauté des billets de
de connaître toute cette plomberie-là, mais quand même, avec l'agilité, un peu mieux connaître les challenges de vos collègues, c'est vraiment quelque chose d'important, et arriver à avoir un travail collaboratif avec vos collègues testeurs, c'est vraiment une avancée significative dans l'agilité. Ouais. Peut-être aussi ça, savoir important, mettre aussi une évaluation du risque puis une valeur sur qu'est-ce qui doit être absolument testé en priorité, mettre des priorités peut-être aussi, parce que ça c'est un peu de l'analyse, je dirais. Business analyst, il va dire ça c'est plus important, ça c'est moins important, puis après c'est le testeur qui met les ressources en respectant cette priorité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai une question, en fait, parce que j'ai eu l'occasion de voir des outils de RPA exécuter des tests de façon automatique. Donc, c'est plutôt pas mal aussi dans l'automatisation, mais c'est la partie aussi… Alors là, on n'est pas dans la visualisation, on est dans l'automatisation du geste, en fait. Donc, c'est un peu différent. Comment on se situe avec Est par rapport au RPA? Enfin, les avantages et inconvénients par rapport au RPA, ce serait quoi pour vous? Alors, je ne suis pas sûr que ça se pose dans ces termes-là. En réalité, pour votre information, Sonia, il y a beaucoup de sociétés qui produisaient des outils d'automatisation de tests qui font aussi des outils de RPA parce que c'est très, très proche. Bien sûr. Bon, mais effectivement, comme vous l'avez dit, ce que cherche à faire un outil d'automatisation, c'est d'éprouver un système, alors qu'un outil et donc on va avoir des cas d'erreur en particulier, alors qu'évidemment, un outil de RPA, c'est pour remplacer une tâche répétitive faite humainement, et donc, vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de cas d'erreur. Mais sinon, dans les technologies, c'est assez proche. On est d'accord, et c'est finalement, ça se transforme en script à un moment ou à un autre, quoi. Donc, voilà. C'est proche. Après, voilà, de notre côté, on a de l'expérience également à se plugger à des outils RPA. Et puis, voilà. Pour nous, c'est pareil, finalement. Voilà, c'est transparent. De toute façon, il faut faire des scripts. Que la finalité du script soit du test ou une procédure RPA, c'est pareil. Mais là, vous ne passez pas par les écrans. C'est-à-dire que vous ne testez pas que le bouton lui-même fonctionne bien. Vous faites des appels de service. On peut faire les deux. Hein. On peut passer par les boutons, comme vous venez de le voir. Là, vous avez vu l'exécution automatique des tests qui ont été conçus sur la petite application d'assurance. Donc, c'est clairement un site web. Mais vous pouvez évidemment avoir une implémentation pour des API, des web services, pour du… de la radio logicielle. Pour de la radio logicielle, pour du logiciel embarqué. Ça, c'est l'implémentation, si vous voulez. Nous, on est sur la partie fonctionnelle, et l'implémentation de cette partie fonctionnelle, c'est-à-dire la partie technique qui va rentrer en contact avec l'application, elle est faite par l'outil d'automatisation, par justement l'automaticien de test qui code cette partie-là. C'est un petit peu après les étapes de ce qu'on fait dans notre outil. De conception. C'est vrai que moi, je ne connaissais pas cet outil et j'ai l'habitude de travailler main dans la main avec le testeur pour monter des tests BDD, mais on les écrit ensemble en fait. Et c'est vrai que la frontière, on ne la connaît pas bien, parce que alors, nous, on fait les specs, mais si ça se trouve, des fois, les BDD qu'on fait sont suffisants et remplacent les specs. Donc, il y a un mélange des genres entre les deux, ou est-ce que nous, puisqu'on travaille ensemble pour finir, donc il n'y a plus vraiment de différence entre le testeur et le business analyst. Là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau une césure où le business analyst il va faire ses représentations graphiques, et le testeur prend la suite du processus avec l'implémentation. Alors, ce n'est pas une césure, moi je ne dirais pas ça, c'est seulement un partage du travail, mais dans un contexte commun. Et avec même des interfaces et une façon de travailler commune.
Donc, au lieu de faire les choses… Mais vous pourriez tout à fait faire la même chose avec Yes, c'est-à-dire travailler à 4 mains avec le testeur sur le développement du parcours applicatif, des tables de décision qui sont derrière et qui expriment les règles métiers, comme vous le faites avec Gherkin, exactement de la même façon. OK. L'idée, là, c'est plutôt… il y a 2 aspects avec cette approche ATDD. C'est de voir plus large que les user stories assez atomiques, d'être capable de voir un parcours utilisateur un peu plus complet. Et d'autre part, d'être capable de traiter ça dans une organisation plus large où malgré tout, on ne peut pas forcément être côte à côte et travailler ensemble sur un artefact commun. Mais là, on a un partage effectivement des tâches, mais de façon très collaborative, soutenue par un outil. Bien. Ce sera peut-être… Ouais, on avait une question encore aussi. Il y a une autre question encore dans le chat. Oui, il parle des tests d'intégration, ouais, de le niveau peut-être un peu supérieur, mais en effet, pas le dernier niveau de la pyramide des tests. C'est au niveau test système, test UI. Pas forcément unitaire, on peut être un niveau au-dessus sur les tests non IHM, les tests d'API, d'intégration. Et puis après, tests fonctionnels. Ouais, mais en fait, Yes, c'est très très bien pour des parcours, des processus métiers qui font appel à des IHM, donc des interfaces homme-machine, mais également des interfaces machine-machine. Ça n'a pas d'impact pour les parcours applicatifs. En fait, il y a une question là, enfin une remarque de Cédric qui est très intéressante. Tout ce qui appelle aux API back-office serait plus avec des tests unitaires. Malgré tout, même avec des API, vous pouvez avoir des aspects de workflow, c'est-à-dire de parcours, quoi, avec plusieurs API qui s'enchaînent, plusieurs appels à des API qui s'enchaînent. Et ça, vous avez intérêt de le tester, hein, parce que si vous testez unitairement chaque API, vous n'êtes pas sûr qu'elles vont fonctionner toutes ensemble. Et c'est d'ailleurs fondamental, Michel, dans des tests de bout en bout, multi-applications au niveau de l'entreprise. C'est pas rare qu'on ait des scénarios très complexes qui fassent intervenir jusqu'à 30 applications. C'est très commun aujourd'hui. Tout à fait. 30, mais ça peut être plus ou moins. Mais… Et Adeline pose une autre question qui est aussi très intéressante. À mon sens, cela peut s'appliquer en dehors de l'agilité. Tout à fait, absolument. Je dois même vous dire que dans nos clients, allez, on va dire qu'une grosse moitié, peut-être même une majorité, 60%, ne sont pas du tout en agile. Et pourtant utilisent notre outil et notre approche avec beaucoup de succès.